Le grade 2, c'est la remontée des bas grades. Si je vous donne un QCM sur les bas grades et je vous donne le grade 3, il faut le coucher. C'est-à-dire les bas grades, c'est le 1 et le 2 et le 3. Les hauts grades, c'est le 4 et le 5 parce qu'il y a beaucoup de dilatation dans les grades 4 et 5. Le grade 4, c'est ça, regardez, c'est un mégaurtère. C'est un mégaurtère qui n'est pas obstructif, c'est un mégaurtère de reflux. Mégaurtère de reflux, vous voyez, donc c'est très dilaté. Et le grade 5, c'est encore plus parce que, voilà, la dilatation, donc les calices, ce qui fait la différence entre le 4 et le 5, c'est les calices. Dans le 4, les calices sont respectés et dans le 5, les calices sont inversés, c'est-à-dire sont en boule, ne sont pas cupuliformes. Parce que les calices normaux sont cupuliformes. Donc c'est ça la différence entre le 4 et le 5. Ça ne fait pas partie des grades du reflux, mais c'est un élément de gravité. Quand on a cet aspect-là, c'est un reflux de haut grade avec un reflux intrarénal. Le reflux intrarénal, c'est quoi? C'est l'extravasation du produit de contraste au niveau du parenchyme, au niveau du cortex. Ce que vous voyez dans le cortex, c'est du blanc pâle. C'est du blanc pâle. Ça veut dire une extravasation du produit de contraste dans le parenchyme et c'est un élément de gravité. Ce n'est pas un grade, ça ne fait pas partie de la classification, mais quand on a un grade, par exemple 5 ou bien 4 avec cet aspect-là, on a un reflux intrarénal associé qui est un élément de gravité. Là, je voulais parler en fait d'une situation qui est embarrassante et qui n'est pas rare, c'est qu'il y a des reflux qui ne sont pas mis en évidence sur l'urétrocystographie rétrograde. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui fait des infections urinaires à répétition et vous pouvez faire l'échographie. La première fois, elle est normale, la deuxième fois, elle est normale. L'UCR, la même chose, il est normal. Vous pouvez faire 3, 4 UCR, ils sont normales. Mais c'est un enfant qui fait des infections urinaires à répétition, notamment les filles, les fillettes. Et là, ceci est dû à ce qu'on appelle le reflux intermittent. Le reflux intermittent, c'est un reflux qui n'est pas mis en évidence sur l'urétrocystographie rétrograde. Pourquoi? Tout simplement parce que l'urétrocystographie rétrograde, c'est un examen qui est instantané. C'est-à-dire qu'il nous renseigne sur le reflux au moment de la réalisation de cet examen. Mais dans les reflux qui sont intermittents, c'est un reflux qui vient, peut-être il va survenir 2-3 fois par jour, 2-3 fois par jour, et puis il n'y a pas de reflux. Et donc, ça se manifeste par des infections urinaires à répétition. Comment on va faire le diagnostic de certitude? C'est la scintigraphie. La scintigraphie fonctionnelle au DMSA. Pourquoi cette scintigraphie rénale? Parce qu'il va trouver des cicatrices au niveau du rein. Quand il va trouver des cicatrices au niveau du rein, ça veut dire qu'il y a un reflux qui est intermittent et qu'il faut traiter, même s'il n'est pas mis en évidence sur l'UCR, qui est l'urétrocystographie rétrograde. Et comme vous voyez dans ce cas clinique, c'est 4 infections urinaires fébrile, et 2 échographies rénales. Donc ils ont trouvé qu'il y a le rein gauche qui est un peu, c'est-à-dire il a une taille qui est réduite par rapport au rein droit. 2 cystographies rétrogrades qui sont normales, il n'y a pas de reflux. Mais quand on a fait un DMSA, c'est-à-dire une scintigraphie au DMSA, regardez ce qu'on a trouvé. On a trouvé qu'un rein fonctionne uniquement à 32%. Donc c'est un rein qui a perdu de fonction rénale à cause de ces infections urinaires et à cause de ce reflux intermittent. C'est pour dire que le reflux intermittent, quand même, il faut le prendre en charge et ne pas dire que c'est un reflux qui est banal et qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut négliger. Ça, c'est de la technologie, mais
Mais en fait, ça ne remplace pas la cystographie rétrograde standard, habituelle, c'est-à-dire au produit de contraste, parce que même cette cystographie isotopique, et en fait, il peut donner des résultats, c'est-à-dire des faux négatifs et des faux positifs. C'est-à-dire qu'il n'a pas une fiabilité qui est la même que l'examen qu'on connaît tout le monde et qui c'est un vieux examen, la cystographie, et qui a une fiabilité très importante. Donc ça, il faut l'oublier. Ça existe, mais il ne faut pas le demander. L'échographie, voilà. Il y a certains qui ont parlé de mettre en évidence un reflux par la cystographie et échographie, c'est-à-dire une combinaison entre la cystographie et l'échographie, mais en fait, ce n'est pas très fiable aussi. C'est pour vous dire que le seul examen et l'unique examen qui met en évidence le reflux, c'est la cystographie rétrograde. L'endoscopie. Alors l'endoscopie, ça peut avoir en fait une place dans les reflux intermittents aussi. Dans les reflux intermittents, on peut en fait rien que par l'étude de l'aspect du méa urétral, on peut, si on trouve un méa qui est béant par rapport à l'autre côté, on peut dire que peut-être il s'agit de reflux vésico-urétral intermittent et s'appelle aussi reflux vésico-urétral occulte. Les autres examens, ça il faut l'oublier bien sûr. Ce qui est important aussi, c'est le retentissement. Le retentissement, c'est le DMSA, à la recherche de cicatrices rénales et aussi l'étude de la fonction séparée du rein pour voir est-ce que c'est un rein qui est en train de se dégrader. C'est très important et c'est un élément qui parmi les éléments des indications chirurgicales. D'accord ? L'évolution, vous voyez donc les bas grades, ça peut évoluer spontanément vers l'agression, donc 82% pour les grades 1, 80% 2. Par contre, les grades 3, 46%, mais les hauts grades qui sont les grades 4 et les grades 5, généralement, ça ne disparaît pas, ça ne régresse pas. Les facteurs pronostiques, bon, ça, je passe parce que j'ai déjà parlé de tout ça. Faible grade, c'est un bon pronostic. Le reflux, lorsqu'il est unilatéral, c'est un bon pronostic. Lorsqu'il y a une amélioration au cours de l'évolution, c'est-à-dire au cours de la surveillance, c'est un bon pronostic. Lorsqu'on n'a pas de signe clinique de reflux secondaire, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas de signe clinique de dysfonction vésico-sphinctérienne. Ces signes cliniques sont notamment les troubles de continence, c'est-à-dire les fuites urinaires. Et là, on parle des enfants qui sont un peu plus grands, c'est-à-dire au-delà de la propreté. Généralement, lorsqu'on a une dysfonction vésico-sphinctérienne, on a des signes qui sont diurnes, c'est-à-dire des fuites qui sont urinaires diurnes. C'est-à-dire on a des mictions, mais entre les mictions, on a des fuites urinaires, ou bien on a des mictions qui sont rapprochées. C'est ça s'appelle comment? La polachyurie. On peut avoir aussi des fuites nocturnes. Tout ça, ce sont des signes de dysfonction vésico-sphinctérienne. Le traitement médical, bien sûr, il faut traiter toute pyélonéphrite. Là, je vous dis qu'il faut toujours hospitaliser les pyélonéphrites. C'est vrai, il y a certains qui peuvent traiter, surtout en secteur privé, ils traitent les pyélonéphrites en ambulatoire, mais en tout cas, il faut les traiter d'abord par voie parentérale. Même si en ambulatoire, il faut commencer par 48 heures d'antibiothérapie parentérale. Et bien sûr, après l'antibiogramme, il faut ajuster l'antibiotique. Une fois que vous avez traité la pyélonéphrite et que vous avez fait le diagnostic d'un reflux vésico-urétral, la question qui se pose, est-ce qu'il faut donner une antibioprophylaxie ou pas? Donc cette question se pose toujours et c'est une question qui est controversée avec force.
Il y a certains qui donnent l'antibioprophylaxie, d'autres ne donnent pas, certains donnent pour les hauts grades et les bas grades, il faut pas. Donc il n'y a pas vraiment de consensus. Mais ce qui se fait souvent par c'est-à-dire le plus grand nombre d'équipes et de centres de référence, c'est qu'on ne donne pas d'antibioprophylaxie dans les reflux qui sont de bas grade, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3, on ne donne pas d'antibioprophylaxie. Mais pour le 4 et le 5, comme ils sont très pourvoyeurs d'infections urinaires et qu'il y a une dilatation, on donne une antibioprophylaxie. Et l'antibioprophylaxie est différente de l'antibiothérapie. Ce n'est pas la même chose, ce sont deux choses différentes. C'est différent par la dose, il faut donner le tiers de la dose. Et ce sont des antibiotiques qui sont donnés de façon continue. Des fois, on alterne entre deux antibiotiques qui sont différents, mais de toute façon, on le donne jusqu'à régression du reflux vésico-urétéral. C'est-à-dire, on le donne, c'est-à-dire comme il protège ou bien il couvre la période de surveillance ou bien la période d'attente d'un traitement chirurgical ou bien d'une régression spontanée. Bien sûr, il faut favoriser aussi les mesures d'hygiène. L'hygiène, c'est très important. Pour les enfants, les garçons, il faut les circoncire obligatoirement. Les toilettes pour les fillettes. Voilà. Pour le traitement chirurgical, bon, je vais passer parce qu'il y a plusieurs techniques et c'est spécialisé, mais l'essentiel, c'est de vous parler du principe de cette chirurgie. En fait, c'est une chirurgie qui est dérivée de l'éthiopathogénie du reflux lui-même. C'est-à-dire lorsqu'on a un reflux qui est primitif et que on a un problème au niveau du système anti-reflux, donc il faut agir à ce niveau-là. Comment agir à ce niveau-là? Donc il faut réimplanter l'urtère. Comment le réimplanter? C'est-à-dire on va allonger son trajet sous-muqueux, on va réaliser un amarrage de l'urtère à la vessie. Donc ça répond au principe du système anti-reflux. Les techniques, bien sûr, il y a plusieurs techniques. Certains se font par chirurgie ouverte, d'autres se font par cilioscopie. Mais il y a aussi les injections endoscopiques pour le reflux. Les injections endoscopiques, bon, ça c'est les traitements chirurgicaux. Aussi, la technique qui est la plus utilisée en chirurgie, qui est une technique qui est connue et très connue, c'est la technique de Cohen. La technique de Cohen, c'est la technique la plus utilisée dans le monde pour la chirurgie de reflux. Mais il y a aussi le traitement endoscopique, c'est l'injection de particules de téflon en intravésicale, en sous-muqueux. Donc cette injection-là, ça allonge le système anti-reflux, ça allonge le trajet sous-muqueux et aussi ça réalise une fermeture, du mia qui est brillant, se fait par endoscopie, par cystoscopie. Les indications, bien sûr, il ne faut pas opérer tout reflux. Donc pour les reflux secondaires, il faut traiter la cause et voir venir la régression du reflux. Pour les reflux primitifs, ça dépend de l'âge où ils sont découverts et ça dépend des complications qu'ils ont occasionnées. Un reflux qui est diagnostiqué à la naissance ou bien durant les premiers mois, il faut d'abord le surveiller et voir qu'est-ce qu'il va faire, comment il va évoluer. Est-ce qu'il va faire des infections urinaires à répétition? Est-ce qu'il va faire des cicatrices au niveau du rein? Est-ce que le rein ou bien les reins vont se dégrader? Est-ce qu'il va faire plusieurs infections urinaires à répétition? Aussi, est-ce qu'il va s'aggraver? Est-ce qu'il va régresser? Tout ça, c'est pour poser l'indication d'un traitement chirurgical. Bien sûr, il faut toujours attendre l'âge de la propreté pour agir. Donc, il faut accompagner l'enfant par les mesures d'hygiène, l'antibioprophylaxie et la surveillance à la fois échographique et cystographique pour voir est-ce qu'on va l'opérer ou pas. Voilà.
Donc, je passe directement avant de... Parce qu'il y a d'autres uropathies malformatives que je dois vous montrer et qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et on va laisser 10 minutes à la fin pour les cas cliniques et les QCM. Donc la deuxième partie d'uropathies qui sont plus fréquentes chez l'enfant, c'est les uropathies obstructives. Donc je passe vite parce que la plupart de ces uropathies, j'en ai déjà parlé. Donc la première uropathie obstructive chez l'enfant, c'est le syndrome de jonction. C'est le syndrome de jonction pilo-urétérale. La deuxième, c'est le mégaurtère obstructif. La troisième, c'est la valve de l'urètre postérieur. Sauf que la différence, c'est que les deux premières sont hautes et la troisième, elle est basse. Donc, syndrome de jonction pilo-urétérale et mégaurtère obstructif sont deux uropathies malformatives obstructives hautes. La valve de l'urètre postérieur, c'est une uropathie malformative obstructive basse et elle touche uniquement les garçons. Bon, ça vous le connaissez, mais il y a d'autres uropathies malformatives obstructives qui sont rares. L'urétérocèle, l'ectopie urétérale, les vessies neurologiques, mais c'est très rare. Ce qu'il faut retenir surtout, les trois premières qui sont les plus fréquentes, qui sont habituelles, que vous allez voir dans votre carrière. Le syndrome de jonction pilo-urétérale, ça vous le connaissez, ce que c'est. Donc c'est une anomalie au niveau de la jonction pilo-urétérale. Donc voilà, on a une dilatation du bassinet en amont. Voilà, donc c'est ça le syndrome de jonction, dilatation des cavités pilo-calciques en amont d'un obstacle de la jonction pilo-urétérale. C'est la plus fréquente. Bien sûr, diagnostic antinatal, il est possible. On a déjà parlé de ça. Sauf que ces syndromes-là, surtout le syndrome de jonction pilo-urétérale, il a connu beaucoup de progrès, notamment dans l'imagerie, et aussi dans la chirurgie. Maintenant, il se fait par la laparoscopie. Et dans l'imagerie, il y a surtout l'uroscanner et l'uro-IRM, et aussi les scintigraphies. Même dans les traceurs qui sont utilisés dans les scintigraphies, il y a maintenant le MAG3 qui est un très bon produit radioactif qui donne de bons résultats et qui est très fiable pour voir est-ce qu'il y a l'obstacle ou pas. Le pronostic fonctionnel du rein, mais il est moindre que le reflux vésico-urétéral parce que souvent, le reflux, il y a beaucoup de reflux qui sont bilatéraux. Et il y a toujours dans le reflux, il y a des anomalies au niveau du parenchyme rénal qui sont congénitales. Mais dans le syndrome de jonction, que ce soit pilo-urétéral ou bien dans le mégaurtère obstructif, si on fait le diagnostic à temps et qu'on agit à temps, généralement, donne un très bon résultat, une fois parce que le problème, c'est qu'il y a un obstacle, il y a une partie de la voie excrétrice qui est obstruée et qu'il faut réséquer, bien sûr, et anastomoser, et généralement tout rentre dans l'ordre. Et aussi, il y a une autre chose, c'est que ces syndromes-là, que ce soit la jonction pilo-urétérale ou bien le mégaurtère obstructif, ils sont souvent unilatéraux. Donc, vous avez l'autre rein qui est pratiquement normal, et donc déjà, ils ne sont pas très pourvoyeurs d'insuffisance rénale comme le reflux. Le reflux, on a vu que 25% des insuffisances rénales terminales sont dues au reflux vésico-urétéral. Voilà, bon, rappel anatomique, ça vous le savez, je passe. Il est très fréquent, bien sûr congénital. Et il y a certains syndromes de jonction qui sont passés inaperçus et qui sont diagnostiqués à l'âge adulte. Mais là, ils sont diagnostiqués au stade de destruction rénale. D'accord? Il y a aussi certaines formes qui sont même précoces et sont sévères. Et là, on parle d'hydronéphrose
géante. C'est-à-dire, d'emblée, l'obstacle il est très important, même in utero, et ça a occasionné une énorme dilatation en amont, ce qui fait qu'il a détruit le rein en anténatal, et à la naissance, déjà, on a un rein qui est détruit. Quand on a un syndrome de jonction pilo-urétérale ou bien un syndrome, un méga-urtère obstructif, il faut absolument rechercher un reflux associé. Parce que 20% de ces uropathies obstructives sont associées à un reflux vésico-urétéral. Ce qu'il faut retenir que dans le syndrome de jonction, souvent l'obstacle est fonctionnel. Il n'y a pas d'obstacle organique. Donc, la sténose fonctionnelle, c'est la cause la plus fréquente du syndrome de jonction pilo-urétérale. Les circonstances diagnostiques anténatales, il est possible, l'épilectasie, etc. Si on ne fait pas le diagnostic, soit après la naissance, soit qu'il est découvert fortuitement à l'occasion d'une échographie pour autre chose, soit à l'occasion de signes cliniques qui sont notamment la douleur abdominale et pas la colique néphritique. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir une colique néphritique, mais c'est exceptionnel en matière de jonction. Pourquoi? Parce que c'est un obstacle qui est chronique et c'est un obstacle qui est partiel et pas un obstacle total comme les lithiases rénales par exemple qui donnent la colique néphritique chez l'adulte ou bien certaines tumeurs qui donnent la colique néphritique chez l'adulte. C'est pas la même chose. Ça donne des douleurs abdominales intermittentes et aussi il faut savoir que le syndrome de jonction pilo-urétérale n'est pas très pourvoyeur d'infections urinaires, pas comme le reflux. Donc si on a un syndrome de jonction avec une infection urinaire, il faut suspecter un reflux vésico-urétéral associé. Donc quand on a une infection urinaire, ce n'est pas l'habituel dans le syndrome de jonction pilo-urétérale. Donc soit il n'y a rien, il n'y a pas de symptômes, soit il y a une douleur abdominale intermittente. Donc ce que vous voyez dans cette photo-là, c'est les hydronéphroses géantes, surtout l'apanage des nourrissons. Une hydronéphrose géante, ça donne cet aspect-là, une distension abdominale, c'est une masse abdominale. Donc chez un nourrisson, c'est une masse abdominale. L'examen clinique, il est souvent pauvre. Bien sûr, on peut faire le diagnostic uniquement par l'échographie, on va trouver une hydronéphrose. Le signe échographique d'un syndrome de jonction, c'est l'hydronéphrose. D'accord? C'est l'hydronéphrose, c'est l'hydronéphrose, c'est pas l'urétérohydronéphrose. Ça veut dire que la dilatation, il est en amont de la jonction pilo-urétérale. Si on a une urétérohydronéphrose, c'est le méga-urtère obstructif, parce que l'obstacle il est bas situé, c'est-à-dire il est au niveau de la jonction urétérovésicale et pas au niveau de la jonction. Voilà. Donc le rein contralatéral, toujours il faut chercher ce qu'on appelle une hypertrophie compensatrice. Quand un rein il fonctionne moins, l'autre fait son travail. C'est l'hypertrophie compensatrice. Bien sûr, il faut chercher une lithiase parce que c'est possible quand on a une stase urinaire, en amont d'un obstacle, et il y a la possibilité qu'il y ait formation d'une lithiase. Voilà. L'UV, donc il n'y a pas de place pour l'UV en matière de syndrome. J'ai montré ça parce qu'on continue à demander l'UV dans notre contexte et je voulais vous montrer l'aspect d'un syndrome de jonction à l'UV. Donc vous voyez, c'est ça. Toutes les calices sont dilatées, le syndrome, même le bassinet, et là on ne voit pas l'opacification de l'urtère. Là, à gauche, c'est un aspect normal. C'est ça l'aspect d'une UV normale à gauche, mais à droite, vous voyez, c'est très distendu et il n'y a pas opacification de l'urtère. Mais l'UV, il a peu de place pour le syndrome de jonction parce qu'il y a d'autres examens qui font le diagnostic, notamment la scintigraphie. La scintigraphie dynamique, soit au DTPA et plus récemment au MAC3, donc au MAC3 avec épreuve de la Zilix. Donc il faut étudier le temps de demi-vie et bien sûr pour voir en fait est-ce que l'obstacle est significatif ou pas significatif pour voir est-ce que ça relève de la chirurgie ou ça relève de la surveillance. La scintigraphie rénale au DMSA, c'est pour l'étude fonctionnelle, c'est-à-dire on va étudier la fonction séparée du rein parce que quand même un obstacle peut
avoir un retentissement sur le parenchyme rénal et donc sur la fonction rénale. Donc il faut, quand on a la possibilité de les réaliser toutes les deux, c'est-à-dire scintigraphie rénale au DTPA ou bien scintigraphie au DMSA, c'est une bonne chose. Et encore mieux, le MAC3, parce que le MAC3, c'est vrai qu'il est cher, mais il peut en fait répondre aux deux questions, c'est-à-dire la question de l'obstacle et la question du retentissement. Donc si on a la possibilité de réaliser un MAC3, il faut demander uniquement scintigraphie au MAC3. D'accord? Mais quand on n'a pas la possibilité de réaliser MAC3, il faut les demander tous les deux parce que DTPA, c'est l'obstacle et DMSA, c'est la fonction rénale. Voilà, donc ça c'est la courbe d'un résultat d'une scintigraphie dynamique au DTPA ou bien au MAC3. Donc vous voyez, donc là, regardez, ce qui est en jaune, c'est le rein normal, qui fonctionne normal. Donc là, donc, il y a une partie ascendante, il se remplit, le rein se remplit. Il y a bien sûr cette petite partie qui est transversale, ou bien de plateau, il doit être normalement raccourci. Et puis ce vidange. Et puis donc la partie descendante, c'est l'évacuation. Donc ça, c'est un rein avec une voie excrétrice normale, c'est-à-dire il n'y a pas d'obstacle. Quand il y a un obstacle, regardez ce qui se passe